Dans les premières lueurs d'un soleil impitoyable qui transformait le Sahel en fournaise dorée, l'année 1324 de l'ère chrétienne vit naître l'une des plus extraordinaires démonstrations de puissance que le monde ait jamais contemplée. Au cœur de l'Empire du Mali, dans la cité de Niani, aux murs d'argile rouge sang, un cortège d'une ampleur inimaginable se préparait à traverser le Sahara. Mansa Moussa, 10e souverain de la dynastie Keïta, fils de Mansa Abou Bakr, II et petit-neveu de Soundiata Keïta le Lion, se tenait debout sur les marches du palais royal. Son regard, sombre et pénétrant comme l'obsidienne polie, balayait la foule immense qui s'étendait à perte de vue. L'air vibrait du martèlement des tambours d'éléphants, du tintement des clochettes d'or cousues sur les harnachements des chameaux et du murmure incessant de dizaines de milliers d'âmes. Le goût métallique de la poussière, mêlé à l'odeur âcre des feux de bouse, flottait sur la ville. Des diplomates venus de l'Égypte mamelouk, des marchands juifs de Sijil Massa, des lettrés arabes de Tombouctou et des guerriers mandingues aux armures de cuir bouilli se pressaient autour de lui. Les enjeux étaient colossaux. L'Empire du Mali contrôlait les routes de l'or, du sel et de l'ivoire. Son rayonnement menaçait déjà l'équilibre fragile du monde islamique et des royaumes chrétiens lointains qui n'en entendaient parler que par rumeur. Mansa Moussa, vêtu d'une tunique de soie damassée venue de Bagdad, paré de colliers d'or massifs qui pesaient lourd sur sa poitrine, serrait dans sa main droite le sceptre royal surmonté du disque solaire. Il sentait le poids de l'histoire sur ses épaules. Son monologue intérieur résonnait comme un tambour de guerre. Par Allah le miséricordieux, je ne marche pas seulement vers la Mecque. Je porte l'âme de mon peuple, la richesse de mon empire et la preuve que le Sud noir peut éblouir le Nord. Mais si l'or coule trop abondamment, ne deviendra-t-il pas notre malédiction? Autour de lui, les tensions diplomatiques étaient palpables. Le sultan du Caire, Al-Nasir Mohammad, avait déjà reçu des messagers. Les prix de l'or s'effondreraient-ils à l'annonce de cette caravane? Les relations avec le royaume du Ghana déchu, les cités Aoussa, les Touaregs du désert, tous observaient. Dans la foule, on distinguait les visages burinés des vieux griots aux yeux voilés de cataractes qui chantaient déjà les louanges futures du roi. Les femmes, parées de perles de verre vénitiens et de coquillages, ululaient avec une ferveur presque mystique. Le cortège s'ébranla enfin. 60 000 personnes, selon les chroniques postérieures. 12 000 esclaves, vêtus de brocarts de soie, chacun portant une barre d'or de 2 kg. 500 serviteurs portant des sacs de poudre d'or à disperser le long du chemin. 80 chameaux chargés uniquement d'or. L'odeur de l'encens brûlé se mêlait à celle du cuir huilé et de la sueur humaine. Le sable crissait sous les pieds nus et les sabots. Le soleil cognait comme un marteau sur l'enclume. Moussa avançait en silence, son cœur partagé entre ferveur religieuse et conscience politique aiguë. Chaque pas était un calcul. Chaque regard qu'il posait sur ces sujets renforçait sa légitimité divine. Il repensait aux rivières d'or du Bambouk et du Bourg, aux mines creusées par des générations de captifs, à la sagesse des marabouts qui lui avaient enseigné le Coran dès l'enfance. La crise était là. Comment transformer cette richesse brute en pouvoir durable? Comment faire en sorte que le pèlerinage ne soit pas seulement un acte de piété, mais le sceau d'une ère nouvelle pour l'Afrique occidentale? Les premiers jours de marche furent un supplice sensoriel. La chaleur faisait trembler l'horizon. Les mirages dansaient comme des djinns. Des hommes mouraient déjà de soif,
leurs lèvres craquelées laissant échapper un dernier souffle chargé de sable. Moussa ordonnait que l'on distribue l'eau et l'or avec équité. Son charisme était tel que même les plus endurcis des guerriers pleuraient en le voyant s'agenouiller pour prier aux heures prescrites, son front touchant le sable brûlant. Ainsi commença le voyage qui allait ébranler le monde connu. Remontons maintenant dans les brumes du temps, vers les rives du fleuve Niger, là où la savane rencontre la forêt. Mansa Moussa naquit autour de 1280 dans une lignée de guerriers et de sages. Fils d'Abou Bakr II, il grandit à l'ombre des baobabs géants dont l'écorce racontait les épopées de Sundiata. Dès son plus jeune âge, on lui inculqua la double éducation mandingue, l'art de la guerre et l'art du verbe. Les griots, ces mémoires vivantes de l'Empire, lui chantaient nuit après nuit l'histoire du lion de Manding. Il apprenait à manier la lance et l'arc, mais aussi à réciter des versets du Coran dans une mosquée de Banco aux murs frais. L'odeur de l'encre à base de noix de Galles et le parfum du cuir des manuscrits imprégnaient ses souvenirs. Son précepteur, un érudit andalou converti venu de Tombouctou, lui enseignait l'astronomie, le droit malikite, la poésie arabe et les subtilités du commerce transsaharien. Les premiers échecs forgèrent son caractère. Lors d'une expédition contre des rebelles dans le sud, le jeune Moussa vit son contingent pris en embuscade dans la forêt dense. L'humidité collait les vêtements à la peau, les moustiques portaient la poêle et la fièvre, et l'ennemi invisible tirait des flèches empoisonnées. Il perdit des hommes chers. Ce jour-là, agenouillé près d'un camarade agonisant dont le sang tachait la terre rouge, il fit le serment de ne jamais gouverner par la seule force brute. La sagesse devait accompagner l'épée. De retour à la cour, il assista à l'échec tragique de son père. Abou Bakr II, obsédé par l'idée de découvrir les limites de l'océan Atlantique, équipa une flotte immense qui ne revint jamais. Moussa, devenu régent puis sultan en 1312, hérita d'un empire fragilisé mais riche. Il consolida le pouvoir par des alliances matrimoniales, des réformes administratives et une politique de tolérance religieuse qui permit aux animistes traditionnels de coexister avec les musulmans. Son éducation mystique passa aussi par les confréries soufis naissantes. Dans le silence des nuits sahéliennes, sous un ciel criblé d'étoiles, il méditait sur la vanité de la richesse et la nécessité de la charité. Ces années de formation firent de lui non seulement un guerrier et un administrateur, mais un visionnaire. Le retour du pèlerinage marqua l'apogée. Moussa ramena avec lui l'architecte andalou Abou Ishaq al-Sahili, qui transforma Tombouctou et Gao. La grande mosquée de Djingareyber s'éleva, ses minarets perçant le ciel comme des doigts tendus vers Allah. Des universités naquirent, attirant des savants de tout le monde musulman. Le commerce de l'or, du sel de Tagaza, des noix de cola et des esclaves atteignit des sommets inégalés. Moussa lança de vastes réformes, standardisation des poids et mesures, création d'un corps de fonctionnaires lettrés, construction de relais caravaniers fortifiés. Son rayonnement culturel fit de Tombouctou la perle intellectuelle de l'Afrique. Des manuscrits précieux s'accumulèrent dans les bibliothèques privées. La musique mandingue, les sculptures en bois, les tissages de coton raffiné se diffusèrent. Ces conquêtes militaires élargirent encore les frontières, intégrant les cités Aoussa et consolidant le contrôle des mines d'or. Des alliances secrètes avec les Mamelouks et les Ottomans naissants furent nouées. L'or malien inonda les marchés du Caire, d'Alexandrie
et même de Venise, provoquant une inflation mémorable. Vers 1337, Mansa Musa s'éteignit, laissant un empire à son apogée. Son testament spirituel, transmis par les griots, insistait sur la justice, la connaissance et la générosité. Son fils Mansa Magan lui succéda, mais l'empire commença lentement son déclin face aux pressions extérieures. Aujourd'hui encore, dans le monde moderne, la trace de Mansa Musa reste vive. Il incarne la richesse africaine oubliée, le savoir islamique sahélien et la possibilité d'une puissance noire rayonnante. Son nom résonne dans les débats sur la restitution des artefacts, dans les musées, dans les imaginations des jeunes entrepreneurs africains. Sa vie nous interroge. La richesse est-elle bénédiction ou fardeau? La foi peut-elle tempérer le pouvoir? Si tu as aimé cette vidéo, like, commente, partage et surtout, abonne-toi pour ne pas rater notre prochaine histoire.